Ma première préoccupation, c'est que tous les Maliens lambda se posent. Est-ce vrai que c'est tenable la date que vous avez annoncée pour le référendum? Est-ce tenable? Ça, c'est la première question qu'on me pose tous les jours. Est-ce tenable la date que vous avez annoncée? Deuxième question. Quelles sont les garanties que vous offrez pour les Maliens, pour les zones qui ne sont pas sous votre contrôle, que le vote aura lieu? Quelles sont les garanties ou quelles sont les solutions de l'échange? Parce que c'est un vote national, c'est un référendum, tous les Maliens doivent voter. Mesdames et messieurs, j'aimerais rappeler que l'objet de cette session est le projet de constitution. Oui, le projet. Merci de tous les Maliens votent, on a dit tous les Maliens. C'est le projet de constitution. Moi, je veux que tous les Maliens votent. Voilà. Maintenant, ma dernière question s'adresse au ministre à travers le ministre de l'Éducation. Nous savons qu'entre le référendum et le bac, il y a qu'un jour. Et nous savons que la majorité des votants sont des jeunes qui font le bac de l'âge. Faire le vote, aller faire l'examen le lendemain, est-ce que ça ne pose pas problème pour le taux? Parce qu'ils seront, est-ce qu'ils seront dans les conditions pour aller voter et préparer l'examen du lendemain? Je vous remercie. La deuxième personne. Bonjour à tout le monde, Ousmane Daou, président de l'association des éditeurs de presse privée. Alors, j'ai une question qui est plutôt technique. Oui. Ok. Excusez-moi. Je disais Ousmane Daou, président de l'association des éditeurs de presse privée. J'ai une question qui est plutôt technique. Je ne me rappelle pas précisément de l'article où c'est dit. Il y a une disposition qui parle de l'impossibilité pour un Malien détenant de deux nationalités de pouvoir se présenter candidat. Alors je voudrais savoir les motivations profondes d'une telle disposition. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Sangare, c'est bien ça? Non, la troisième personne. Sangare. Madame Microche. Ah bon? Avant lui, c'est M. Mohamed Ida Traoré. D'accord, M. Traoré, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Communication, mon président Haruna, ministre de la Communication, et ici, nous sommes entre communicateurs, entre journalistes. Moi, c'est Mohamed Ida Traoré, président de l'association des journalistes de la presse libre du Mali, AJPLM. Et ma question, Monsieur le ministre d'État, c'est que aujourd'hui, si nous devons aller à l'élection référendaire, et nous voyons que dans le dispositif de la Constitution, nous avons la laïcité. Et ce mot laïcité est la bête noire, excusez-moi du terme, pour laquelle beaucoup de gens, surtout les religieux, s'opposent à cette Constitution. Monsieur le ministre, quelles sont les conditions ou les moyens que vous avez à votre niveau pour essayer de faire revenir la majorité des religieux à cette constitution, si nous voyons que 90% de notre pays est un pays religieux et de religion musulmane? Ça, c'est ma première question. Et à cela, une contribution, monsieur le ministre. Nous avons un pays à vocation orale. L'oralité, nous, en tant qu'hommes de médias, qui venons de l'intérieur, il est bon d'opposer à cette opposition l'oralité dans la vulgarisation, parce que la majeure partie de ces Maliens attendent vraiment qu'il y ait cette élection de référendaire qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Merci. Monsieur Sangaré. Moi, je m'appelle Youssouf Massa Sangaré,
Je suis journaliste à Espace Santé. Je voudrais savoir si toutefois ce projet de constitution sera présenté dans toutes les villes du Mali, même à Kidal, Kessali, Taoulini, si c'est possible. À l'heure actuelle. Et puis, concernant le problème du double nationalité, est-ce que ce n'est pas une discrimination envers les Maliens qui sont nés dans d'autres pays? Un Malien qui est en France, par exemple, depuis son pas de Paris, se présenter aux élections présidentielles. Il va avoir la nationalité française au profit de la nationalité italienne. Est-ce que c'est pas une certaine discrimination? Madame Makalou. S'il vous plaît, Madame Makalou. Je remercie le ministre d'État, je remercie tous les autres ministres qui sont restés après le ministre. Je voulais seulement faire une contribution par rapport à la voix qui fait la vulgarisation la nuit dans le journal parlé. Après le journal parlé, immédiatement avant le journal parlé, immédiatement après le journal parlé, il continue. Il explique le projet de constitution en Bambara. J'aurais souhaité que, comme on a pu le faire dans les autres langues, le Mali étant un pays d'oralité, qu'on reprenne la même chose dans les autres 13 langues, 12 langues alors, et que les opérateurs de téléphonie mobile les insèrent immédiatement dans leurs différents réseaux. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est les 5 premières questions, contributions. Je voudrais remercier toutes ces personnes. Et je proposerai peut-être la méthodologie suivante. Laissez d'abord la parole au professeur Diallo pour répondre aux questions portant spécifiquement sur le projet de constitution. Ensuite, je sais qu'il y a d'autres questions qui portent beaucoup plus sur l'organisation, la stratégie de vulgarisation à l'échelle nationale. Et donner la parole au ministre de la Refondation et à madame le ministre délégué. Après, je dirai quelques mots. Ensuite, nous allons ouvrir notre liste d'intervenants. Merci, professeur. Merci, monsieur le ministre d'État. Des questions sur le contenu du projet. Question de la double nationalité. Est-ce qu'on n'exclut pas des Maliens établis à l'étranger? L'article 46 de la Constitution. D'abord, la double nationalité ne concerne pas que les Maliens établis à l'étranger. Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle, au Mali, nés au Mali, qui ont toujours vécu au Mali, qui ont la double nationalité. Juste pour vous dire, cette disposition ne vise pas spécifiquement une catégorie de Maliens. En fait, il y a une pratique dans le monde qui fait qu'aujourd'hui, les États se méfient des détenteurs de double nationalité qui accèdent à la magistrature suprême de leur État. Il s'agit de la magistrature suprême. Lorsque vous avez été président de la République de votre pays, vous répondez de la nation, d'actes que vous avez pu poser au moment où vous étiez en fonction publique. Historiquement, on a connu des situations où des présidents ayant d'autres origines ont accédé à la magistrature suprême dans d'autres pays, dans leur pays d'adoption. Et lorsqu'il s'est agi de les amener devant le juge, pour parler très simplement, ces présidents-là ont fait prévaloir leur nationalité d'origine pour échapper à la justice. C'est de cela qu'il s'agit.
Il ne s'agit pas d'exclure les Maliens établis à l'extérieur ou ceux qui ont la double nationalité. Vous savez, quand vous avez choisi d'être le président d'un pays, je crois que la moindre des choses, c'est de dire, c'est de vous consacrer entièrement à cet État-là, en termes de nationalité. Voilà un peu les motivations, sinon que ça n'a jamais visé, que ce soit dans la commission d'écriture de rédaction de la nouvelle constitution ou dans la commission de finalisation, l'objectif n'était pas d'exclure des Maliens. Bon, la question de la laïcité, les ministres vont beaucoup plus argumenter, mais je voudrais dire qu'il faut que les Maliens retiennent que la laïcité est universelle. Elle n'appartient pas à un peuple. Ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, historiquement, nous avons vécu dans des sociétés laïques. Vous prenez les États du Moyen-Âge qui ont été bien organisés, que l'histoire a retenu comme des États bien structurés. Les familles royales, très souvent, au contact des peuples d'Orient, se sont islamisées. Mais toutes les populations n'étaient pas islamisées. Et il est arrivé que dans l'Empire du Ghana, la justice soit rendue par le roi, mais en fonction des appartenances religieuses, en fonction des croyances. De même, dans le Mandi, à un moment donné, la famille régnante s'est islamisée, en tout cas certains membres de la famille régnante se sont islamisés, mais cela n'a jamais empêché les Malinqués d'avoir des pratiques multiples religieuses. Bon, je ne pense pas que la laïcité, en tout cas telle qu'elle est définie dans cette constitution, à l'article 32, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Point. Moi, en français facile, je ne vois pas en quoi ça peut s'opposer à la religiosité de quelque majorité que ce soit. On a simplifié les choses. Et cette laïcité a toujours été un principe constant dans toutes nos constitutions. Constitution du 22 septembre, du 2 juin et du 25 février, qui nous régit aujourd'hui. Donc, je pense que la question de la laïcité, bon, on ne va pas poser des problèmes particuliers. Bon, M. Traoré estime qu'il y a une majorité de musulmans qui s'opposent à cela. Cela est à démontrer. Monsieur le ministre, je m'arrête là pour le moment. Excusez-moi, je n'ai pas dit une majorité des musulmans. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de réagir. Monsieur le ministre. Merci bien, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, cher professeur Abna Diallo, expert et représentant du document, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le maire adjoint du district de Bamako, grand oubli, et Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako qui nous accueille. Merci à vous et excusez-nous de l'oublier dans le protocole. Comprenez, nous étions un peu pressés, il est dit à l'entame. Merci des questions, observations, mais également des réponses données par le professeur. Je résume simplement que essentiellement les 5 intervenants ont intervenu sur l'aspect garantie de tenue du scrutin référendaire le 18 juin, mais également soutenu par la possibilité de la présentation sur l'ensemble du territoire national donc, de ce projet
à l'intention des citoyens maliens. Le jour du scrutin, dimanche 18 juin, est-il conciliable avec la tenue du bac le lendemain? Madame le ministre de l'Éducation est certainement là pour déjà commenter toutes les assurances qu'elle nous a données déjà la semaine dernière. Je dis simplement au passage que voter prendrait certainement 1 heure à 3 heures maximum pour un citoyen. Donc, dans une période de 8h à 18h, certainement, un élève, un citoyen élève au bac pourrait exercer son droit de vote. La question de la double nationalité, la laïcité, mais aussi la traduction dans les langues nationales. Je pense que, à tout seigneur, tout honneur, la question de la ténabilité donc de la date, des garanties sécuritaires, administratives, monsieur le ministre d'État va associer, donner des assurances dans ce sens également. Mais donc déjà, la question phare, c'est la double nationalité évoquée par au moins 2 des intervenants. Est-ce pas une discrimination à l'endroit de certaines Maliens, pas simplement des Maliens établis à l'extérieur, mais également beaucoup de Maliens vivant ici ont une double nationalité. Maintenant, ça a été dit, il s'agit de la fonction suprême au Mali. La fonction de président de la République, chef de l'État, dont les prérogatives ont été renforcées au sein de l'exécutif. Donc il devient seul maître à bord pour décider pour le Mali. Alors, il s'agit de dire simplement qu'induit la double nationalité. La double nationalité signifie simplement qu'une personne puisse avoir la nationalité malienne, mais également doublée d'une autre nationalité, d'une ou de plusieurs autres. Parce qu'on dit double nationalité, mais il peut y avoir 2, 3, 4 nationalités pour une même personne, autant que les législations de ces États le concèdent. Et nous sommes en droit privé international. Chaque État définit les conditions d'acquisition et de perte de sa nationalité, sans considération de la réglementation de tout autre État. C'est très important. Et chaque État considère une personne comme son national à l'exclusion de toute autre nationalité que la personne puisse détenir, en droit et en devoir. Considérez que votre président de la République, qui est malien d'origine, s'il a la nationalité d'un autre État, cet État ne considère pas sa nationalité malienne, il le considère comme son seul national avec ses droits et ses devoirs. Acceptons que notre président de la République ne puisse être soumis à aucune autre obligation vis-à-vis de notre État parce que simplement il détient sa nationalité. C'est très important. Nous qui clamons notre souveraineté, et d'ailleurs, la crise multidimensionnelle que nous vivons nous fait apparaître justement le piège cousu de fil blanc, que nous sommes dans le cadre de jeux et d'enjeux géostratégiques à notre détriment, et qu'à tout moment on chercherait à nous subjuguer. Et la voie facile, c'est à travers celui qui a la dernière décision sur le président de la République. Alors, être président de la République, c'est un sacrifice. Être président de la République, c'est être prêt à tous les sacrifices. Et je pense que la moindre chose que de perdre la nationalité étrangère de notre État, c'est un minimum de sacrifice qu'un président, un chef de l'État doit être prêt à faire et ne pas jouer à la loterie en disant simplement, écoutez, attendez-moi que je sois élu et qu'au moment de prêter serment, je renonce à cette nationalité étrangère. C'est trop facile. Et je vous ai dit tantôt que chaque État définit les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Vous acquérez la nationalité, mais vous ne décidez pas de quand on vous libère de l'autre nationalité. C'est arrivé simplement à notre actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis,
qui après un long séjour aux États-Unis a acquis la nationalité américaine, est venu enseigner ici. C'est mon collègue enseignant à la fac. Et il a été nommé, il a voulu présenter ses créances auprès des autorités américaines. On a dit, mais vous êtes américain. Un Américain ne peut pas représenter un autre État auprès des États-Unis d'Amérique. Et il a dit, bon, alors je fais le choix de renoncer à ma nationalité américaine. On a dit, ah bon? Vous renoncez? Il a dit oui. On a dit, mais non, réfléchissez bien. Revenez dans un mois. Il revient un mois après. On dit, vous avez bien réfléchi? Il dit oui. Revenez dans un mois. Et c'est au 4e mois qu'on lui a donné l'acte de déchéance de sa nationalité américaine. Et 4 mois, ça peut être 6 mois, comme ça peut être 12 mois ou plus, avant que notre président élu le prête serment. Que Dieu nous en garde. Donc il s'agit simplement de demander au Malien qui a une haute nationalité de renoncer avant de déposer sa candidature. En ce moment, il sera libre de tout engagement vis-à-vis d'une autre puissance étrangère. Et je pense que cela est suffisamment. Et d'ailleurs, moi je vous dis, discrimination, mais combien de Maliens établis à l'extérieur, qu'on estime à 6 millions, combien pose une candidature à la présidentielle? Très très infime. On a eu jusqu'à 25-26 candidats jusque-là, mais je ne pense pas que plus de 2 ou 3 ont cette double nationalité chaque 5 ans. Donc je pense que c'est juste une goutte d'eau dans un grand océan de Maliens établis à l'extérieur, comme à l'intérieur d'ailleurs. Donc ce n'est pas nécessairement une discrimination. D'ailleurs, on demande aux éléments des forces de défense et sécurité de démissionner carrément de leur fonction avant d'être candidat. C'est aussi une discrimination, mais c'est le prix à payer pour diriger le Mali. Et je pense que c'est un juste prix et pas du tout excessif ou discriminatoire. Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur est là pour justement nous ajouter des arguments supplémentaires. Et, il y en a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres arguments de ce point de vue. Ensuite, la question de laïcité a été posée. Nous n'avons connu que ça d'ailleurs. Dans les 3 constitutions qui nous ont régentés jusque-là, la laïcité, il figure un État laïque, une république laïque, ça y figure. Et je crois que ça n'a pas empêché l'exercice libre d'un culte quelconque, d'une religion quelconque, d'une croyance quelconque. Au contraire, tout le monde a pu exercer du mieux sa croyance, sa religion. Ça n'a jamais empêché. Et ce que le projet de constitution actuel a de mieux, c'est qu'au moins la laïcité a été caractérisée. Et ces caractéristiques de la laïcité qui ont été données, personne ne les réfute justement. Tous les contradicteurs ne les réfutent pas. Donc, je pense que ça ne pose pas a priori de problème. Moi, je peux donner une anecdote de ce temps. C'est que, en arrivant à Bamako, jeune bachelier que j'étais, il y a un peu plus de 30 ans. Inch'Allah, je ne me donnerai pas mon âge. Il y a un peu plus de 30 ans. Ayant été habitué en famille à faire mes ablutions, à aller prier avec mon père depuis la tendre enfance, ici, dans un quartier de Bamako, quand j'entends l'appel à la prière et que je fais mes ablutions, on s'interroge, je me dis, mais attends, et des sénébita misri là, tout jeune que vous partez à la mosquée, j'ai dit, mais oui, attends, vous n'aurez pas non plus été chiganson. C'est comme on dit. Donc c'était pas. Et effectivement, des chefs de famille qu'on voyait, avec qui on cohabitait ou bien qu'on voyait dans la rue, n'allaient à la mosquée que vendredi. La prière de vendredi, là, tout le monde va. Et à la prière, juste 2 heures après Asr, les gens ne partaient pas, ils continuaient à jouer aux dames ou autres. Ne priaient pas. Mais aujourd'hui, allez voir dans ces quartiers, tout le monde va à la mosquée pour dire que la laïcité n'a pas empêché l'expansion exponentielle de l'islam.
Au contraire, la religion aujourd'hui est présente partout au Mali. Elle a pris vraiment de l'ampleur à tous les niveaux. Et ce n'est pas parce que la laïcité est inscrite dans la Constitution que cela a été empêché. Bien au contraire, je pense que ça a été facilité. Donc il s'agit simplement d'être tolérant les uns vis-à-vis des autres, d'une plus grande tolérance, d'une plus grande acceptation. Et que d'ailleurs, l'État étant pour tous, le service public étant pour tous, il ne faudrait pas qu'une obédience religieuse vienne s'imposer pour empêcher aux autres justement de s'épanouir. C'est cela qu'on veut éviter en disant ça reste dans les sphères hors d'État, mais l'État encadre tout, l'État promet tout, l'État permet tout. Déjà que parmi nos 19 à une vingtaine de jours fériés, voyez les jours qui ressortissent du cadre religieux, mais c'est plus de la moitié pratiquement. Parce que l'État considère la religion. L'État accepte la religion, mais ce n'est pas la religion qui régente justement le fonctionnement de l'État, c'est simplement ce qui est dit à travers cette notion de laïcité. Et d'ailleurs, on dit c'est d'origine française, mais tout ce qui est dans notre constitution, on l'a emprunté pratiquement aux Français. Le nom même constitution, État, République, Assemblée nationale, Cour des comptes, Cour de justice, tout est d'origine française, sauf que aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de mieux les malianiser. C'est une constitution bien malienne que nous avons aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Le contenu de la laïcité, c'est ce que nous, Maliens, nous en donnons. Ça ne correspond pas nécessairement au contenu de la laïcité en France. Comme d'ailleurs, le contenu de la laïcité en France ne correspond pas à ce que ça signifie en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Chacun a sa signification qu'il donne. En Grande-Bretagne, vos atours religieux, vous les exhibez en public comme vous le voulez. Même dans la fonction publique. Même étant policier, vous pouvez garder votre bonnet, si c'est votre kippa juif, ou votre turban des religions hindouistes et autres, ou même votre barbe qui n'est même pas tolérée chez nous, au Mali, mais en Grande-Bretagne, regarde, mais pas en France par exemple. Ça aussi, le Premier ministre au Mali, dont les pouvoirs changent légèrement dans le projet de constitution en faveur du président de la République, mais ça n'a pas le même contenu qu'en France. Le Premier ministre, il faut être d'une majorité parlementaire pour prétendre être Premier ministre en France. Ce n'est pas le cas au Mali. Depuis 1992, pas du tout. Et ça a un tout autre contenu en Grande-Bretagne quand on traverse la Manche. Un Premier ministre en Grande-Bretagne, c'est le véritable chef de l'exécutif. Ça correspond à peu près à président de la République. Ok, exception faite justement de l'existence de la royauté. Donc ça veut dire que chaque nation, chaque État donne le contenu qu'il veut aux notions, qui peuvent avoir la même appellation sans nécessairement avoir le même contenu. Et c'est le cas de la laïcité. Et les Maliens, nous avons donné le contenu qui nous sied et je pense que ça devrait concilier tout le monde. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Les aspects, éléments de communication, je pense que je vais le laisser à Madame le ministre et vous remercier de votre aimable attention et de vos constitutions. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Fondation. J'espère que vous continuez à aller aux mosquées à l'heure de l'appel. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs participants. Alors, je pense que les précédents ministres et même le Premier ministre ont été suffisamment exhaustifs. Seulement, peut-être une donnée chiffrée à titre illustratif par rapport à la laïcité. Pour dire que, comme le ministre de la Refondation vient de le dire, chaque pays a sa laïcité, a sa manière de la pratiquer. Juste à titre de comparaison, il y a moins de 6 mois, en France, on a enregistré un pic des atteintes à la laïcité qui était de l'ordre de 130%. Et essentiellement, ça, c'était dans le milieu scolaire.
Et là, c'est relatif au port de signes distinctifs religieux uniquement. 130% d'atteinte à la laïcité. Imaginez si on devrait pratiquer la même chose au Mali, on va prendre tout le monde. Parce qu'au moins, nous, dans nos écoles, les filles portent des habits religieux et on porte tout ce qu'on veut pour aller partout au Mali. Même les imams, ils portent des chapelets, ils portent des grands boubous, ils prennent leur bâton, tout ce qui est signe distinctif, ils portent, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, au Mali, la seule limite, c'est quand ça vient troubler l'ordre public. Et quand ça trouble l'ordre public, c'est en ce moment que vos droits s'arrêtent et que commencent en ce moment les droits de la société et de la communauté. C'est la seule limite. Sinon, les gens ont toujours eu la latitude de porter et de faire ce qu'ils veulent au Mali, sans que cela pose problème. Et chaque fois qu'il y a des violations qui peuvent amener une violation de l'ordre public, en ce moment, tout le monde se mobilise, sans même que l'État ait à intervenir. Je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver au Mali, au point où on en est aujourd'hui. Et vraiment, je ne comprends pas l'inquiétude qu'il y a par rapport à cette question de la laïcité aujourd'hui, qui a pourtant toujours existé et qui n'a jamais posé problème jusqu'à ce jour. Parce que les Maliens ont toujours su régler comme cela se doit, conformément à nos traditions, à notre coutume, à nos pratiques. Pour aller maintenant vers les supports de communication dont a parlé Mme Makalou, voilà, c'est exactement ce qu'on a privilégié dans la stratégie. On a commencé par le document écrit de la Constitution pour garantir l'intégrité du document et sa fiabilité, pour être sûr que c'est le même contenu qui est officialisé et qui est remis pour la vulgarisation partout au Mali et qui sert de référent à cet effet. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a eu des traductions qui sont dans les versions numériques et quelques-unes qui sont disponibles en version dure. Mais nous, au niveau de la commission de communication, on a privilégié l'oralité. Vous voyez les sketchs qui passent, qui sont traduits dans toutes les langues, qui passent au fur et à mesure. Et même l'oralité de la voix dont vous parlez. Voilà, ça, c'est aussi la commission qui a repris ça à sa charge. Mais également, nous sommes en train de faire une version un peu plus condensée, un micro-programme traduit dans toutes les langues, et que les délégations vont amener avec elles à travers tous les pays. Quelqu'un a posé la question s'il y aura la vulgarisation partout au Mali. C'est le cas, c'est prévu par le comité de pilotage qui est au niveau du ministère des fondations. Je pense que dès cette semaine, les délégations vont commencer à sortir pour aller dans toutes les régions du Mali. Et donc, c'est dès demain même. Pour Kouligoro, c'est dès demain. Donc, pour chaque délégation, tous ces micro-programmes sont traduits dans toutes les langues. Et ils auront ça sur clé pour les amener au niveau des régions. Pour utiliser comme relais les radios communautaires et autres, pour qu'on puisse accéder au plus grand nombre de Maliens, pour qu'ils puissent comprendre ce projet de constitution et décider que les Maliens décident par eux-mêmes des avantages qu'il y a là-dedans, de ce qui peut les motiver à aller voter dans un sens ou dans l'autre le 18 juin prochain. C'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le ministre de l'Éducation, pour les risques de télescopage entre le baccalauréat et le référendum. Merci bien, Monsieur le ministre d'État, chers collègues membres du gouvernement, mesdames les maires du district et de la commune 3, chers participants au grade qualité et tout protocole observé. Je remercie M. Abdoulaye Andal pour l'opportunité qu'il m'offre devant cette auguste assemblée encore insister et donner des informations assez précises pour que la presse qui est là puisse véhiculer, en tout cas, ou informer à souhait les populations, les candidats, les parents d'élèves au baccalauréat malien, pour les rassurer et pour que les examens du baccalauréat aussi puissent se passer dans la plus grande sérénité. Nous avons eu effectivement beaucoup de réactions par rapport les dates du 18 et du 19 juin. 18 juin pour le référendum.
obligatoire, mais 19 juin pour le baccalauréat. Ceci nous a amené, compte tenu de toutes ces réactions et des inquiétudes exprimées par les populations, de donner quand même une certaine assurance, d'abord au niveau du gouvernement, mais qui a été en tout cas relayée au cours du communiqué du Conseil des ministres à la télé nationale et sur certaines radios. Nous allons continuer en tout cas à donner ces informations, à communiquer, mais je pense que ce cadre aussi est l'idéal pour vous dire que sur ce plan, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Sur le plan pratique et logistique, il y a des dispositions qui d'ailleurs sont en train d'être pas seulement prises, mais exécutées déjà. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les relations et la mise en œuvre de ces dispositions, à savoir répertorier les salles de classe dans lesquelles les examens du baccalauréat vont se passer, qui n'auront rien à voir avec les centres de vote, parce que les salles d'examen doivent être sécurisées 3 jours avant les examens du baccalauréat. Donc depuis le 15 ou le 16, ce travail sera fait et déjà sur le terrain, vraiment, il est à noter que l'avancement de ces travaux est vraiment satisfaisant parce qu'il y a une synergie d'action entre l'administration générale représentée par les chefs d'exécutif des régions, donc les gouverneurs de région et l'administration scolaire. Ensuite, il est également important de signaler que pour le baccalauréat, nous n'avons besoin qu'à peu près de 300 centres d'examen, contrairement au diplôme d'études fondamentales, pour lequel nous avons besoin d'à peu près 1600 centres d'examen, parce que les candidats ODF sont beaucoup plus nombreux que ceux du baccalauréat. Et toutes ces dispositions sont en train d'être vraiment mises en œuvre et sur le terrain, je vous assure qu'à la date d'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous pourrons aller aux examens sans qu'il y ait, comme le dit le ministre d'État, le télescopage entre le 18 et le 19. Pour les candidats, sa préoccupation principale est que, est-ce que les candidats pourront aller voter le 18 et aller passer les examens le 19? Vous n'êtes pas sans savoir, et c'est relayé à souhait dans la presse, que les leçons modèles sur le projet de constitution vraiment connaissent un certain engouement au niveau du monde scolaire. Surtout les élèves du secondaire qui sont en âge d'aller voter. Et je pense qu'on ne prépare pas le bac le 18. Le 18, c'est la veille de l'examen. En tout cas, je sais que nous avons vécu de notre propre expérience. Nous pensons que la veille de l'examen même est un jour où on a besoin d'un peu de détente. Donc, aller dans sa circonscription, voter, consacrer 1 heure ou 2 heures à ça, n'entame en rien la détermination ou en tout cas le fait d'aller faire les examens le lendemain, le 19 juin. Donc, sur l'éducation, c'est ce que j'ai ajouté, mais par rapport à ce que le ministre Ekassa disait par rapport à la double nationalité, puisque nous tendons à être aussi polyvalents en ce qui concerne les membres du gouvernement de transition, nous sommes tous sur le terrain, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire que représente le président de la République, l'exécutif. On ne peut pas lui faire obligation, parce que ça c'est le droit international qui le consacre, à renoncer à une de ses nationalités où il accepte de renoncer à la nationalité dans son pays, dans le pays où il sera accrédité. Il va comme ambassadeur, ce pays va l'accepter, ou bien il renonce à sa nationalité malienne, il refuse de renoncer à l'une de ses nationalités, il garde les deux, mais il ne sera jamais ambassadeur. La logique est là. Comment on peut demander aux représentants du président de la République de renoncer à sa nationalité et dire que le président peut lui garder sa double nationalité? Donc c'est juste pour résumer tout ce qu'il était en train de dire. Et par rapport à ma soeur, Mme Makalou, je crois que j'ai quand même entendu l'émission aussi un peu, parce que c'est ça que je comprends. En plus du Bambara, j'ai entendu l'émission un peu, et je crois que pour les autres langues aussi, c'est en voie, ça va venir. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le ministre de l'Éducation.
Merci aux professeurs et aux autres ministres qui ont apporté des éléments de clarification. Je vais essayer d'intervenir tout en évitant de répéter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je crois que la première question, c'est de savoir si la date du 18 juin est tenable. Je voudrais vous dire de ne pas en douter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un décret qui convoque le collège électoral. Et forcément, en tant que membre du gouvernement, nous n'avons pas d'autre choix que d'exécuter pleinement ce décret. Et soyez-en sûrs que s'il plaît à Dieu, toutes les dispositions seront prises pour que le référendum se passe dans de très bonnes conditions. Et l'argument est d'autant plus vrai que c'est de manière, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'objectivité, que nous avons annoncé le report du référendum qui était initialement prévu, conformément au chronogramme, pour le 19 mars. Donc nous l'avons reporté en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Nous avons également fixé cette nouvelle date en tenant compte d'un certain nombre de paramètres que vous observez vous-même. Je pense surtout aux deux ajustements opérés, portant à la fois sur le fichier électoral, qui prend en compte les circonscriptions électorales, disons avant le découpage, et les documents de vote. Au-delà de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et permettre à nos compatriotes de voter avec un ensemble de pièces d'identité officielles, notamment la carte nationale d'identité, le permis, la carte NINA et bien entendu d'autres documents. Et un autre argument pour le 18, c'est l'amélioration des conditions sécuritaires. C'est vrai que nous entendons beaucoup de choses, mais si on, à défaut de pouvoir apprécier objectivement ce qui se passe, je pense que nous sommes unanimement convaincus que la situation sécuritaire aujourd'hui est moins pire que ce que nous avons connu avant. Ça, c'est une réalité au-delà de tout argument éventuellement subjectif. Ensuite, je voudrais ici rappeler qu'il existe au niveau du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation un comité d'appui technique à l'autorité indépendante de gestion des élections. Et dans ce comité, tous les départements ministériels impliqués dans l'organisation des scrutins sont représentés. Le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, pour les aspects sécuritaires, et bien entendu d'autres ministères, la Fondation, le ministère délégué, le ministère de la Communication. Tous les départements ministériels conjuguent leurs efforts afin d'apporter l'aide technique nécessaire à l'autorité indépendante de gestion des élections. Je voudrais m'en tenir là, et surtout ne pas rentrer dans trop de détails techniques qui relèvent aujourd'hui des attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections. Concernant la laïcité, je pense que les explications ont été données. Je voudrais peut-être dire personnellement mon point de vue. Vous savez, quand vous lisez le préambule et les différents articles de ce projet de constitution, l'article 32 a ceci de particulier qu'il est différent de tous les autres, aussi bien dans sa rédaction. J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission de finalisation. C'est un article qui, disons, qui reprend une entorse méthodologique. Ce que le président de la commission de finalisation à l'époque nous a expliqué, la Constitution, en tout cas dans notre pays, n'a pas pour but d'expliquer les détails. Compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes, il y a un effort de caractérisation et de description de ce qui constitue, ce que représente la laïcité dans notre pays. Je pense qu'à part l'article 32, vous n'allez pas trouver un autre article qui est aussi détaillé que l'article 32. Mais le but justement, c'est d'apaiser nos compatriotes qui ont éventuellement des préoccupations concernant la laïcité. Je pense que nous sommes dans un pays très tolérant. On l'a toujours dit, la manière dont la laïcité s'applique au Mali est forcément différente de la manière dont la laïcité est appliquée en France pour plusieurs raisons. On n'a pas la même histoire, nous n'avons pas la même géographie, nous n'avons pas la même culture. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques acteurs il n'y a pas longtemps. Je pense que l'une des caractéristiques de la laïcité en France, c'est que le pouvoir public, même dans la parole, n'ont pas le droit de faire référence à Dieu. C'est un exemple. Est-ce que c'est le cas au Mali, personnellement? Je ne pense pas du tout.
Un autre détail de taille, vous savez, quand vous regardez un peu, je prends toujours l'exemple de la France, les pouvoirs publics n'ont pas le droit d'utiliser un franc des ressources publiques pour une cause religieuse. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Est-ce que ça a été le cas au Mali? Parce que moi, je ne pense pas du tout. Et comme je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'objectivité, la crise dans laquelle nous sommes, si on doit faire une analyse objective, est-ce que la laïcité a joué un rôle négatif? Je ne le pense pas du tout. Je pense que ce n'est pas du tout disons, je le répète, pour moi on n'a pas le... Je pense qu'on a d'autres priorités. Nous n'avons pas aujourd'hui le droit de nous polariser autour des mots. Je pense que l'inquiétude a été soulevée à partir du moment où le président de la transition, le colonel Alassane Goïta, a accepté lui-même que la commission de finalisation fasse une entorse méthodologique pour essayer de décrire et d'expliquer la laïcité, ce qui n'est pas le but, en tout cas, d'une constitution dans notre pays. Nous pensons que ça doit apaiser. Si tel n'est pas le cas, je pense que le Premier ministre a donné les consignes. Notre objectif, c'est vraiment de convaincre. Nous allons toujours continuer, argument contre argument, à convaincre les pessimistes ou ceux qui ont des problèmes avec la laïcité, pour que nous allions de manière très sereine à ce référendum-là. La laïcité ne doit pas être un sujet de polarisation dans notre pays. Concernant la double nationalité, je pense que beaucoup d'explications ont été données. Ce n'est pas du tout un article qui vise quiconque que ce soit. J'inviterai peut-être les scientifiques à nous faire un peu la liste des pays dans lesquels les chefs d'État sont binationaux. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Personnellement, je ne pense pas. Et nous savons qu'il y a même des pays dans lesquels il y a une liste. Ce n'est pas seulement la fonction du chef d'État, mais il y a une liste de fonctions qui ne peuvent pas être occupées par des binationaux. Bon, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour des raisons de culture. Et je voudrais encore une fois apaiser les uns et les autres que cet article vise les Maliens de la diaspora. Il a dit, il y a beaucoup de binationaux qui vivent même ici à l'intérieur. Voilà un peu quelques détails que je voulais donner, mais je voudrais vraiment lancer un appel au monde de la presse pour nous appuyer. Nous avons vraiment besoin de vous afin d'apaiser les uns et les autres, ne pas être d'accord ou être d'accord. Je crois que c'est ça le but du référendum. Allons démocratiquement, que chacun se prononce. Mais vous savez, dans l'expression, on dit souvent les mots ont des poids. Le fait de dire que la laïcité est la bête noire, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit ni bête ni noire. Honnêtement, pour moi, il est très important de travailler un peu notre élément de langage pour ne pas faire de ce principe capital pour la cohésion et le vivre ensemble dans notre pays un épouvantail. Merci infiniment. Si vous êtes d'accord, nous allons peut-être ouvrir une dernière liste de 3 intervenants. Allons en 5. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez les 5? Très bien. Le premier, c'est qui?
Merci, monsieur le ministre. Par rapport à la Constitution, nous sommes face à l'histoire. Moi, c'est Fakara Faïnké, journaliste au Républicain, président de l'Union nationale des journalistes du Mali. Monsieur le ministre, nous sommes nés avant les indépendances. Donc, on a un peu vu le premier pouvoir. Moi, j'ai des appréhensions, des inquiétudes. Je ne suis pas contre la dictature. Nous sommes habitués à ça, mais je sais qu'aujourd'hui, cette constitution me paraît peut créer l'instabilité dans le pays. Premier point. En ce sens qu'avec ces nombreux partis politiques, quand on sait que les partis sont devenus des partis de revendication, et Amadou Ampateba, pour le pouvoir à 3 étapes, tu deviens une brebis galeuse. Deuxième étape, tu deviens un lion. Troisième étape, tu deviens un fou. Ceux-là qui vont contester, avec le pouvoir que je pense omnipotent, on a donné au président de la République, même si on dit qu'il y a des procédures, mais dans la pratique, moi je pense que c'est impossible. Le président a ses hommes au niveau de la Cour suprême, il a ses hommes au niveau de du Sénat, deuxième chambre. Est-ce que dans la politique, dans la pratique, ces procédures-là peuvent démettre le président de la République parce qu'il a un pouvoir très immense. Et on sait que le CRDA, il y avait le multipartisme qui était dedans. Mais on a vu comment les choses se sont passées. Donc, j'ai dit qu'il faut revoir cette situation. Et aujourd'hui, deuxième point, je ne sais pas, les magistrats aussi se plaignent. Est-ce que les magistrats aujourd'hui peuvent représenter une garantie au niveau du citoyen? Troisième point, vous savez bien qu'aujourd'hui, nous sommes à un point très très crucial pour le pays. Constitution, oui. Mais, monsieur le ministre, je crois que même si l'insécurité encore est là, moi je crois que même si vous allez demander au peuple malien, c'est un peu sécuriser le pays encore. Moi je ne suis pas contre ça. Donc je m'arrête là pour dire que le premier point, le pouvoir économique, voilà, vous avez un pouvoir monarque. Je suis le président de la presse en ligne du Mali. En fait, ma question c'est également, je vais aromatiser un peu ce que mon prédécesseur vient de dire. C'est par rapport au chapitre 1 du président de la République. Précisément dans l'article 57. Le président nomme le Premier ministre et démet le Premier ministre à ses fonctions. Et il a le pouvoir également de nommer les autres membres du gouvernement et mettre fin à leurs fonctions. Mais cependant, un président plein pouvoir, est-ce que dans la nouvelle constitution, il existe un mécanisme de contrôle ou de balance pouvoir pour éviter l'abus? Est-ce que la séparation des pouvoirs est garantie dans cette nouvelle constitution? Merci beaucoup. Merci. Suivant. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Bouba Kamité, président de l'Union des journalistes reporters du Mali, en abrégé du GELAM. Et moi j'ai personnellement pris le temps de lire tout le contenu du document, car nous avions reçu copie. Mais il y a un point qui m'inquiète, que j'aimerais vraiment comprendre. Ça c'est l'article 180. Je ne sais pas si vous l'avez, vous aussi je l'ai lu. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou d'intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Moi, je n'ai vraiment pas compris cette partie. Merci beaucoup. Merci. Suivant. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, monsieur le ministre. L'occasion est opportune pour moi de poser une question pertinente. En tout cas, elle est pertinente pour moi. Voilà. C'est par rapport au transfert des lieux de vote. Parce que tout le problème, c'est par rapport au taux de participation. Un cousin m'a dit avant-hier, il a quitté d'une raison pour Bamako. Mais son lieu de vote se trouve dans cette région. À moins d'1 mois ou en 1 mois, est-ce possible de faire un transfert de lieu de vote? Parce qu'on n'en parle pas. Voilà. Ma préoccupation, c'est par rapport à ça. Monsieur John.